Le vieux rêve de Menachem Begin et d'Ariel Sharon, d'arriver à pouvoir faire le shalom comme on l'a fait avec l'Égypte et avec la Jordanie, alors qu'avec le Liban, on n'a jamais été véritablement en guerre, alors que l'Égypte et la Jordanie, on a réellement été en guerre. Donc je pense qu'on pourrait arriver plus facilement à une situation de paix avec le Liban, dans la mesure où le Liban aura fait sa mue. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Avec cette semaine, on ne pouvait évidemment pas l'éviter, un thème d'actualité brûlante que va nous aider à commander André Darmon qui est avec nous dans le studio. C'est de la question, est-ce que l'on va vers un nouveau Moyen-Orient après l'élimination ce week-end de Nasrallah, le chef du Hezbollah. Alors justement, André, vous venez de faire paraître un ouvrage qui n'est pas le premier que vous écrivez, puisque vous êtes, les auditeurs le savent, le fondateur et directeur d'Israël Magazine, mensuel francophone qui existe depuis 25 ans pour ainsi dire. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont ce dernier livre intitulé La nouvelle guerre d'Israël, le 7 octobre, avec des témoignages, des faits, des révélations. On va y revenir d'ailleurs dans notre entretien. Mais la première question qui tombe sous le sens, c'est de vous demander, à brûle-pourpoint, en quoi, selon vous, l'élimination de Nasrallah constitue ou non un tournant historique pour toute la région ? Écoutez, j'allais dire qu'on a commencé presque notre carrière journalistique en même temps que Nasrallah a commencé sa carrière, j'allais dire, de terroriste. Donc on le suit depuis autant d'années. Et je dois dire qu'il ne va pas nous manquer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut le dire, c'était, je crois, le seul dirigeant qui a su tenir une organisation, le seul qui apparemment a obligé Israël à sortir de la zone de sécurité. La zone de sécurité, donc au Liban. En l'an 2000. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on va devoir y revenir de manière quasiment certaine. Et c'est quelqu'un qui a appelé depuis toujours à l'élimination d'Israël. C'est la succursale préférée de l'Iran. C'est l'annexe de Téhéran. Et je pense véritablement que son élimination, parce qu'il a une véritable influence, et il faut le dire, c'était pas simplement un exécutant de l'Iran, il est arrivé à faire changer parfois les décisions de l'Iran à son profit. Donc je pense que du fait qu'aussi que son état-major a été éliminé quasiment dans son ensemble, qu'on se trouve à la croisée des chemins et que demain est un autre jour. Demain, c'est certainement l'offensive terrestre d'Israël au Liban. Donc tout ça, avec, il faut le dire, des explosions d'enthousiasme au Liban même, en Syrie et dans beaucoup de pays arabes qui voient dans l'élimination de Nasrallah peut-être un petit peu la lumière au fond au bout du tunnel. Donc historique, oui, certainement, je le pense. Et je pense qu'aujourd'hui, Israël, et je crois qu'il faut féliciter et le gouvernement et le chef d'état-major et le Premier ministre d'avoir compris ce que voulaient les Israéliens, c'est d'aller jusqu'au bout, surtout par respect pour la mémoire de tous les soldats qui sont morts et surtout pour le respect de tous les otages qui sont à Gaza, bien sûr, mais qui sont emprisonnés depuis un an. Alors, est-ce que, au-delà d'une victoire évidente pour Israël, cette disparition constitue, d'après vous ou non, une victoire pour tout le monde libre ? On se rappelle que Nasrallah avait souvent répété cette phrase: aussi longtemps qu'existera l'impérialisme dans le monde, une paix définitive est impossible. Donc il se positionnait comme le leader, l'architerroriste, leader de tous les groupes terroristes. Alors est-ce que ça ne devrait pas être aussi une victoire pour le monde libre ? Totalement. Je pense qu'aujourd'hui déjà au Liban, du fait que ce leader Nasrallah a disparu des écrans, je pense que le Liban va pouvoir enfin se redessiner
prendre de véritables accords. On entend déjà des voix au Liban, d'ailleurs qui viennent de la famille Gemayel, cette même famille qu'Ariel Sharon et que Menachem Begin voulaient voir au pouvoir au Liban et qui a été éliminée justement par les sbires de Nasrallah. Et par ailleurs, il faut savoir que Israël, et je crois qu'on est dans une dynamique, parce que je crois que il est impossible de faire autre chose. Je crois que la prochaine cible, c'est l'Iran. La prochaine cible, ça va être certainement les centrales nucléaires. Donc, avec, j'allais dire, la reddition, si je puis dire, de l'Iran et j'allais dire le fait que le Liban va vers une réhabilitation totale, je pense qu'on peut imaginer, mais dans le Moyen-Orient, des fois ce qu'on peut imaginer, il arrive souvent le contraire, on peut imaginer, et il y a des voix déjà qui en parlent au Liban, d'une véritable paix avec le Liban, un Liban débarrassé des chiites, débarrassé des Palestiniens aussi. Et donc, je pense, comme on le disait tout à l'heure, qu'on est un véritable tournant et qu'il y a des choses qui se préparent, c'est clair, et des choses qui vont permettre au monde libre, comme vous le disiez, peut-être de respirer un petit peu. Ouais, je posais la question parce qu'il n'y a eu pas tellement à part une réaction un peu tiède des Américains, il n'y a pas eu tellement d'acclamations. C'est comme si, quand Israël marquait des points et en fait luttait pour son existence et aussi pour le renforcement du monde libre, on n'en était pas très reconnaissant. Oui, écoutez, ça fait 12 mois, depuis le 8 octobre, que le Hezbollah, sans aucune raison, qu'une soi-disant compassion pour les Palestiniens, nous attaque, nous martèle et nous envoie des roquettes. Ça n'a pas trop fait bouger notre ami le président Macron, mais le fait de se rebeller et de passer à l'action, on entend toute une volée de commentaires appelant au cessez-le-feu, appelant au calme israélien. Alors que nous avons aujourd'hui entre 80 000 et 100 000 personnes de nos concitoyens qui ne vivent plus dans leur maison. Donc on connaît depuis toujours l'hypocrisie, la faculté d'oublier que Israël est l'attaqué et l'agressé. Donc on connaît cette hypocrisie et je crois qu'il faut vivre avec. Alors en ce qui concerne, vous l'évoquiez tout à l'heure, la probabilité d'une intervention terrestre de Tsahal au Liban, probabilité forte. Pour enfoncer le clou, j'allais vous demander, bien que c'est votre opinion, il y a aussi des experts qui ont dit, dans les analyses qui ont été faites depuis donc le départ de Nasrallah, qui ont dit que en fait le Premier ministre aurait fait ce choix peut-être pour essayer d'éviter une intervention terrestre, parce que ça permettrait peut-être de continuer une guerre aérienne contre les infrastructures du Hezbollah, mais que il ne serait pas forcément indispensable pour enfoncer le clou que Tsahal rentre au niveau terrestre. C'est ce que vous pensez? Non, je pense pas du tout. Je pense que au sud Liban, il y a des infrastructures sur terre et sous terre qui existent, et je le sais de sources sûres. Et on ne peut pas faire l'économie comme à Gaza. On ne peut pas faire l'économie d'une offensive terrestre. Il faudra déminer le sud Liban. Il faudra parce qu'il y a encore des lanceurs de roquettes qui sont certainement cachés et sur terre et sous terre. Et de nombreux tunnels aussi. Et de nombreux tunnels. Je veux dire, j'apprendrai pas aux auditeurs que ce qui s'est passé le 7 octobre, nous, en tant qu'observateurs, en tant que journalistes, nous, on attendait tout ça au Liban, on attendait ça au nord d'Israël. Alors, l'une des surprises extraordinaires, sans compter toutes les autres surprises que nous ont valu le 7 octobre, c'est le fait que on attendait tout cela, des commandos Radouane, on attendait ça des forces spéciales du Hezbollah. Des forces du Hezbollah, des commandos, et c'est venu finalement donc il faudra, j'allais dire, parce que on a certainement tué Nasrallah et tout son état-major, mais on sait de manière certaine qu'il suffit d'enlever du moins la tête et une autre tête qui apparaît. Demain, il y aura d'autres commandants, etc., qui voudront reprendre le flambeau terroriste. Le flambeau terroriste. Donc, à mon avis, l'offensive terrestre est nécessaire.
utile. Et voilà. Alors, en ce qui concerne la situation à Gaza et des répercussions de ce qui vient de se passer sur la situation à Gaza, vous êtes, je le disais tout à l'heure, expert de la situation, puisque vous avez fait paraître ce livre, La nouvelle guerre d'Israël, à propos du 7 octobre, depuis déjà un mois, qui se diffuse partout, en Israël et dans le monde francophone. Et, alors, quelles pourraient être justement les implications de cette disparition de Nasrallah sur la situation actuelle à Gaza, puisque je rappelle cette phrase clé que Nasrallah a sans cesse répétée depuis le 7 octobre, il disait ceci: il n'y a pas d'autre solution que d'exercer une pression sur Israël pour qu'il mette un terme à sa guerre de Gaza. Alors, est-ce que maintenant, il va y avoir des conséquences palpables, rapides sur la situation à Gaza ? Bon, déjà, je pense que ce qui reste de l'état-major, entre guillemets, parce qu'on donne toujours des titres commandant, chef, comme si c'était une armée régulière, mais ce qui reste de l'état-major du Hamas, qui a été encore beaucoup plus touché que celui de Nasrallah et du Hezbollah, va penser qu'il va être abandonné à lui-même et que des négociations, il pourrait y avoir un début de négociation avec Israël. Moi, depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis près de 10 mois, je dis et j'ai écrit que malheureusement, et je ne l'ai pas dit tout de suite parce que nous, on avait des informations extrêmement difficiles et dures, que les otages qui restaient vivants, et c'est pour la raison pour laquelle je disais que Sinwar n'avait aucun intérêt, il n'avait rien à donner, il n'avait rien à proposer, d'autant que peut-être que les otages restants, vivants, j'entends 30, 40, et je dis ça avec beaucoup de peine puisque j'ai les enfants d'amis qui sont là-bas. Donc il n'avait quasiment rien à donner en échange. Donc il a fait traîner pendant des mois et des mois et des mois. Il n'y avait pas d'ISCA, moi je l'ai dit depuis le 1er janvier. Il n'y a pas de vraie négociation. Il n'y a pas de négociation parce que les gens qui restent vivants lui servent certainement d'assurance, de sauf-conduit. Et je pense que la proposition de Gal Hirsch, le général de brigade qui est également responsable du dossier des otages, a proposé quelque chose de bien, c'est-à-dire rendez-nous les otages et vous avez un sauf-conduit pour l'Égypte. Donc aujourd'hui, l'autre question qui reste larvée, c'est est-ce que Sinwar est vivant, d'autant que Khanieh a été tué, qu'on n'entend pas Khaled Mashal qui doit se terrer quelque part. Donc qui aujourd'hui drive le problème, c'est qu'on est dans un vacuum, on est dans un vide extraordinaire et que les dernières négociations, personne ne s'est présenté du côté du Hamas à la table des négociations. Il n'y a personne. Donc, je ne sais pas véritablement. Je pense que, comme on le dit depuis des mois et des mois, la seule chose qui est difficile, qui peut s'avérer mortelle aussi, on l'a vu avec, c'est l'offensive, encore une fois, de l'armée israélienne, de continuer à chercher, à éliminer, ce que je ne vois pas... À Gaza, vous voulez dire. À Gaza, j'entends. À Gaza, j'entends. Et je pense que c'est le seul moyen. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen diplomatique, il n'y en a jamais eu. Et le seul moyen, c'est encore une offensive, c'est j'oserais pas dire le mot, la dératisation de Gaza, parce que les gens se terrent sous le sol, voilà. Alors, sur un plan plus régional, comment, après ce méga événement, donc de vendredi soir, comment vous pensez que le fameux axe de la résistance, ainsi que on appelait aussi bien à Téhéran qu'à Damas, à Gaza, le pacte conclu à l'initiative et de l'Iran et du Hezbollah avec le Hamas et le djihad islamique, mais aussi avec les milices pro-chiites en Irak, avec les milices palestiniennes en Judée-Samarie à Gaza, et au Yémen, et au Syrie aussi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un front de 7 forces dirigées par l'Iran qui a agi et qui continue d'agir. Comment vous pensez que cet axe-là, avec l'Iran en tête, va pouvoir réagir ou non à ce qui s'est passé ? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que d'abord, on est au début octobre. Donc, dans un mois, ce sont les élections américaines. Là, j'allais dire, ce front, parce que c'est un front, vous l'avez dit vous-même, l'Iran, le Hezbollah, les Houthis,
ils sont sous le coup, j'allais dire, de la stupéfaction. Et ils sont aussi sous le coup j'allais dire, non pas de la peur, mais du respect, entre guillemets, de l'adversaire, parce qu'ils se disent, on a vu la force aujourd'hui d'Israël, elle s'est véritablement démontrée. S'ils l'ont fait contre le Hezbollah, ils l'ont fait déjà à Gaza, ils vont le faire contre l'Iran, donc il y a, je pense qu'on va, comme on le voit aujourd'hui, dans le Nord, on a toujours des envois de missiles. On va certainement avoir, je pense, mais je peux me tromper, parce beaucoup se trompent. Tous les docteurs, tous les professeurs... Tous les experts se trompent très souvent. Donc on va, je pense, avoir des réactions sporadiques et qui vont s'éterniser, je pense, jusqu'aux élections, et jusqu'au 5 novembre. Et je pense que la situation va se décanter extrêmement rapidement après, en novembre. Si, disons-le comme, et je le dis comme je le pense, si c'est Donald Trump qui est élu, je pense qu'il va instaurer une espèce d'effroi à ce front dont vous parlez, et qui va se retenir et qui ne va pas engager d'hostilité nouvelle, en tout cas d'un certain niveau. Si c'est Kamala Harris, je ne sais pas. Dans quelle situation on sera, bien entendu. Ceci dit, pour revenir aux Iraniens, on a entendu des réactions, comment dirais-je, très limitées, où la seule déclaration qui a passé, disons, la censure à Téhéran, c'était de dire qu'on est encore dans les 5 jours de deuil et que on avisera. Ceci dit, on avait eu, dès avant l'attaque des beepers et cette décimation de pas seulement de l'état-major, mais aussi de nombreux miliciens du Hezbollah, on avait déjà eu une retenue de l'Iran, puisque, rappelons-le, après l'élimination de Haniyeh, il n'y avait pas eu de réaction, alors qu'ils avaient prévu de faire une réaction et ils s'en sont retenus. Alors aujourd'hui, il y a eu d'autres attaques beaucoup plus massives et précises, donc d'une certaine manière, comme vous pensez que l'Iran est dans une sorte d'impasse Non, je pense que l'Iran est en train de prendre conscience, comme nous-mêmes Israéliens, de la valeur, de la vraie valeur de l'armée israélienne, de la vraie valeur de Tsahal, qui s'est redécouvert. Comme moi j'écrivais il y a 2 mois, où est passée l'armée de 67 ? Où est passée cette armée d'initiative ? C'est une armée qui frappe et qui prend qui prend des initiatives et qui donne des coups préventifs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est resté depuis plusieurs années dans un no man's land militaire, où on donnait des coups, on répondait, on envoyait quelques missiles parce qu'on en avait reçu, etc. Et aujourd'hui, c'est la guerre. Et je pense que l'Iran a compris que c'est véritablement la guerre, et que les prochains objectifs, comme je disais tout à l'heure, c'est les centrales nucléaires, c'est les centrales électriques, c'est toutes les infrastructures qui vont, ou même le hackage, je crois que c'est comme ça, ou le hacking, des ordinateurs ou même les virus. Une guerre cybernétique. Il faut se rappeler de Stuxnet, le virus qu'avait envoyé Israël il y a moins d'une dizaine d'années. Oui, qui avait paralysé toutes les centrales. Donc il faut s'attendre. Et je crois que leur retenue, il faut savoir que les Iraniens sont des Perses, et ce ne sont pas des Arabes, ce sont des gens qui prennent le temps de réfléchir, qui pèsent, ce sont des diplomates depuis, m'ont dit des historiens, depuis 7000 ans, certainement moins que cela, et c'est des gens qui prennent le temps. Donc je crois qu'ils vont prendre le temps de réfléchir, et quand j'ai entendu qu'il y avait 5 jours de deuil, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, c'est surtout un temps de latence pour et réfléchir. Et savoir quoi dire. Et savoir quoi dire, quoi, voilà. Alors, presque ultime question, on revient sur la situation interne au Liban. Est-ce que la mort de Nasrallah, vous le laissez penser tout à l'heure, va constituer une nouvelle donne pour justement la situation intérieure au Liban et sa complexe scène politico-ethnique dans ce pays du Cèdre, où il y a 18 ethnies différentes et où désormais il y a un cahier des charges, telle fonction est assumée par tel leader, etc. Est-ce que là, ça va permettre
d'enrayer le grippage et la mainmise du Hezbollah sur toute la vie politique libanaise. Écoutez, moi, ce que je pense, d'après les experts justement du Liban, c'est qu'on va vers des élections, non pas israéliennes, mais libanaises. Donc, ce qui veut dire que demain, on va avoir un nouveau parlement libanais, et dont peut-être seront exclus, certainement, je pense aussi, tous les députés du Hezbollah. Ça veut dire aussi que, je pense aussi que les Libanais vont aller vers une réforme judiciaire, un peu comme les Israéliens. Constitutionnelle, disons. Constitutionnelle, oui, puisqu'ils ont une constitution, et qui ferait que cette répartition dont vous parlez, qui fait que le président aujourd'hui du Parlement libanais est chiite, que le président est chrétien et ou druze, oui. Ou druze, etc. Je crois qu'ils vont reconsidérer tout cela, qu'ils vont reconsidérer non seulement la carte politique, mais la carte ethnique, de façon à ce que qu'il y ait une seule direction, parce qu'aujourd'hui ce pays est immobilisé, paralysé depuis 1975 par justement ce trio qui ne s'aime pas, il faut le savoir, et qui mène le pays, mais qui mène le pays depuis 40 ans à la catastrophe, quoi. Et donc il y a peut-être du bon qui sortira pour le Liban, et donc des rapports entre Israël et le Liban, parce qu'à partir du moment où le Liban serait pacifié et où le Hezbollah serait neutralisé, ça déterminera un autre type de relation bilatérale. Oui, ça sera le vieux rêve de Menachem Begin et d'Ariel Sharon, d'arriver à pouvoir faire le shalom comme on l'a fait avec l'Égypte et avec la Jordanie, alors qu'avec le Liban, on n'a jamais été véritablement, le Liban même, en guerre, alors que l'Égypte et la Jordanie, on a réellement été en guerre. Donc je pense qu'on pourrait arriver plus facilement à une situation de paix avec le Liban, dans la mesure où le Liban aura fait sa mue. Ouais, sa mutation aussi. Mais en tout cas, merci André Darmon d'être venu au Studio Kalita. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et on vous donne rendez-vous en disant Shana Tova et bonne année 5785. On se donne rendez-vous dans 15 jours après Rosh Hashanah et Kippour.